pense à l'après. Depuis que je suis entrée en école d'architecture, je me demande comment je vais pouvoir maintenir mon engagement social à travers la voie que j'ai choisie. Cette question me taraude d'autant plus qu'au moment où je commence ce documentaire, je suis en train de préparer mon diplôme et que mes incertitudes demandent des réponses. Je veux m'engager socialement ou politiquement dans ce métier d'architecte. Mais même après 5 années d'études, il me manque les outils concrets pour y parvenir. Alors j'ai discuté de mes questionnements avec les gens qui m'entourent, enseignants, architectes, sociologues, urbanistes, étudiants. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à m'interroger. Par exemple, certains étudiants qui sortent des écoles aujourd'hui montent des collectifs en marge des agences habituelles. Ils créent leur propre structure parce qu'ils ne trouvent pas celle qui leur permettrait d'être en accord avec eux-mêmes. Mais est-ce pérenne ? Est-ce qu'il est possible de changer les manières conventionnelles de pratiquer de manière viable ? C'est pour répondre à ces questions que j'ai contacté des gens qui construisent leur monde autrement. Pour freiner ma crainte selon laquelle les petites interventions n'ont pas de poids face au temps et aux institutions, je décide d'aller à la rencontre de certaines de ces initiatives, chacune représentative d'une manière de faire différente. Par initiative, j'entends des professionnels ou des habitants qui s'engagent socialement sur des questions d'occupation de l'espace. Cette occupation de l'espace peut prendre différentes formes, espace public ou privé, ouvert ou couvert. Elle pose la question de la temporalité, des usages et des installations. Pourquoi privilégier une construction temporaire ou pérenniser un projet ? Je suis donc allée chercher des personnes qui travaillent avec différentes approches. Et pour les découvrir, il y a plusieurs manières de les définir. Par génération, degré d'implication sociale, axé sur la recherche ou la construction, le temporaire ou le pérenne. Mais commençons par rencontrer nos différents acteurs à travers leur type de structure. Il y a ceux qui travaillent en agence d'architecture. Il y a ceux qui sont dans ce que l'on appelle des collectifs. Et il y a ceux qui sont dans l'expérimentation et la recherche, couplés à de la conception. En agence, j'ai rencontré Marie Blancard, qui commence à travailler en agence pendant ses études. Dans les agences où je bossais souvent sur une parcelle, des fois un îlot, mais je disais que jamais je passais le trottoir. C'est-à-dire que jamais j'approchais l'échelle urbaine et jamais je voyais les usagers. C'était aussi par mon âge, puisque j'avais un rôle d'assistante ou de collaboratrice, mais je voyais assez peu les clients. Et voilà, donc à la fin d'un CDD, je me suis décidée à partir côté maîtrise d'ouvrage, donc à la SEM Ville Renouvelée. C'est une société d'aménagement, donc une société d'économie mixte, qui pilote des grands projets urbains pour le compte de la collectivité publique. Lors d'un projet en collaboration avec Patrick Bouchin, Marie Blancard décide de repasser côté maîtrise d'œuvre, puis de fonder son agence à Lille. Elle essaie, sur les concours publics, de défendre la participation et la permanence architecturale. Dans la famille Bouchin, j'ai aussi rencontré Chloé Baudard. Elle veut que l'architecture soit pour l'humain et par l'humain. J'ai reçu mon diplôme avec Patrick dans le jury, et donc en fait quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à travailler à l'agence de Patrick Bouchin. Donc j'ai fait quelques années en tant que salariée, et ensuite on a monté nos structures avec Sébastien Aymar, et chacun a monté ses structures, et en fait on s'associait selon les projets avec Patrick Bouchin et Loïc Julienne. Et donc on a travaillé comme ça finalement avec nos structures en association pendant encore quelques années.
jusqu'en 2014. Donc moi, ça m'a permis d'être finalement assez jeune associée et de travailler sur des très gros projets avec au fur et à mesure une autonomie. Donc ça a été assez fabuleux. À Grenoble, la ville où j'ai étudié, Sébastien Fabiani re-questionne aussi la manière de construire aujourd'hui. Il est cofondateur de l'agence NA. Son objectif est de construire autrement, notamment par le réemploi et par une approche plus sociale de l'architecture, de l'expérimentation, en agence. Donc la structure aujourd'hui c'est une SARL avec 3 associés et qui est en train de basculer en structure de l'ESS. L'ESS c'est l'économie sociale et solidaire et en fait dans les objectifs il y a notamment la notion de structure ou d'entreprise comme outil de travail des travailleurs sans vocation finalement de bénéfice mais plutôt de fonction, de partage des frais, etc. Qui fait que l'objectif c'est plutôt justement de développer du social et aussi de la logique environnementale ou écologique en tout cas via l'économie, mais pas d'être dans une logique capitaliste où le but c'est de faire des bénéfices. Il faut que tout le monde s'y retrouve mais sans cette vocation-là. Donc ça nécessite, on va dire, une modification de statut parce que tu mets dans tes statuts des objectifs qui ne sont pas ceux d'une entreprise classique. Certains architectes ont choisi une forme d'institutionnalisation différente. J'ai rencontré un architecte cofondateur du collectif Bruit du Frigo à Bordeaux. C'est un des premiers collectifs en France qui commence à re-questionner la pratique architecturale et urbaine sous forme d'association. Au début, entre jeunes étudiants, leur but est de changer la hiérarchie entre architectes, usagers et habitants pour donner la parole à tout le monde en intervenant dans la ville. Yvan Détraz défend une ville où la société civile a beaucoup plus de liberté pour agir sur son quotidien, c'est-à-dire laisser plus de place à l'initiative, à l'autogestion, l'auto-organisation, à l'autoconception de certains espaces. Donc effectivement, les premières années, on va dire les 5-6 premières années, il n'y avait pas de travail, quoi, donc il fallait qu'on invente nos contextes de travail. Donc c'est pour ça qu'on a, les premières années, beaucoup travaillé avec des scolaires. Ce collectif fait partie des premiers à intégrer la participation des habitants dans le processus de travail. Yvan m'explique que les questions de participation se posent au moment de la renégociation des contrats de ville, dans les années 2000. Les villes qui ont sur leur territoire des grands ensembles de logements sociaux s'engagent dans un grand programme de renouvellement urbain en partenariat avec l'État, et cela dure encore aujourd'hui. En parallèle, la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, replace au centre des questionnements l'implication de la population dans les choix qui vont être faits, notamment de démolition et de grands changements dans les quartiers. À ce moment-là, les collectivités publiques se sont demandé quels professionnels pourraient les accompagner dans ce processus et se sont tournés vers des structures comme Bruit du Frigo. C'est un contexte particulier dans lequel les villes doivent cocher la case participation pour avoir leur financement. C'est dans ce cadre-là que les premières générations de collectifs d'architectes se sont créées, malgré une désapprobation de la part de la profession. C'est des pratiques qui au départ étaient, pour nous, la manière dont l'image qu'on nous renvoyait, c'était, le milieu de l'architecture et des écoles, c'était, on avait choisi un peu le mauvais chemin, quoi. C'est-à-dire qu'on était un peu une pratique, on mettait en place une pratique un peu déviante de l'architecture et c'était un peu hérétique, quoi. Voilà. Pas pour toutes les écoles, mais bon, en tout cas à Bordeaux c'était un peu le cas. Donc on portait un peu cette image-là, ce qui fait qu'il y avait une forme de scission quand même avec le milieu de l'architecture. Et puis ça a commencé à s'estomper, et puis ces pratiques-là ont commencé à reconquérir un peu une forme de noblesse, et jusqu'à devenir ultra sexy dans les écoles. Tous les étudiants veulent monter leur collectif d'architectes, et y compris dans les villes, les collectivités qui se sont dit, mais en fait, ouais, c'est un super moyen pour faire un super commun. Effectivement, des collectifs d'architectes, parfois pluridisciplinaires, émergent aujourd'hui.
J'ai été à Paris rencontrer une architecte de l'association Yes We Camp. Ce n'est pas un collectif d'architectes, mais une association pluridisciplinaire fondée à Marseille. Elle s'engage sur des enjeux sociaux, environnementaux, en faisant vivre des lieux qui ont été abandonnés depuis longtemps, avec des projets temporaires. L'association a grandi très rapidement, notamment grâce au projet des Grands Voisins. C'est un ancien hôpital parisien réinvesti avec 2 autres associations, proposant une multitude d'activités. Des boutiques, des bars, des projections de films, des marchés aux puces, des concerts et des hébergements d'urgence. Sonia, après une pratique en agence d'architecture plus conventionnelle, s'est retrouvée à travailler chez Yes We Camp, dont elle avait entendu parler par une amie. Donc, je suis restée 1 an en bénévolat chez Yes We Camp. Et ensuite, ils m'ont proposé des missions et au fur et à mesure, on m'a demandé de participer à l'appel à projet des groupes ici. Et voilà. Et du coup, depuis, je bosse sur ce projet. D'autres initiatives, d'autres tentatives existent à côté du champ de l'architecture. Des juristes ont monté une association à Bruxelles qui vise à occuper légalement des espaces abandonnés pour les rendre accessibles. Moi, je m'appelle Sam. Je suis cofondateur de Comuna. Je suis impliqué dans le projet depuis le début, c'est-à-dire 7 ou 8 ans. Et je m'occupe du financement, majoritairement, de Comuna, ce qui consiste à trouver un modèle économique qui tient la route, s'assurer qu'on ait assez d'argent pour réaliser nos activités. Et je m'occupe aussi de la partie expertise qui consiste à partager notre savoir-faire en occupation temporaire avec d'autres personnes, majoritairement des pouvoirs publics qui veulent lancer des stratégies d'occupation temporaire sur des territoires où c'est pas encore trop répandu. Voilà. Ah oui, et mes études, j'ai étudié le droit ici à Bruxelles. Moi, c'est Manu. Je suis à Comuna depuis 7 mois maintenant. Et j'étais venu à la base pour un stage de 6 mois pour terminer mes études d'architecture à l'école de Grenoble. Et je suis venu pour aider pour l'aménagement des lieux en général de Comuna et pour toute autre tâche qu'on aurait pu me trouver. Comuna, c'est ce qu'on appelle en belge une ASBL, une association sans but lucratif. C'est l'équivalent, je crois, de l'association 1901, loi 1901 chez les Français. Et depuis qu'on existe, on a toujours été sous cette forme juridique-là, en ASBL. Notre mission, c'est vraiment l'occupation temporaire des bâtiments vides pour les réaffecter à des projets qui servent l'intérêt général. Et quand on parle d'occupation temporaire, donc il y a le nom Comuna qui fait référence notamment à la notion de commun. L'idée, c'est de transformer ces espaces vides en espaces communs, c'est-à-dire des ressources partagées par une communauté selon les règles que cette communauté va se fixer. Et toujours avec une visée donc, qui va vers le social, l'intérêt général. Et donc les projets qu'on va accueillir dans ces espaces, c'est très large. Ça peut être de l'activité économique, plutôt en économie sociale, économie circulaire. Ça peut être de l'artistique, ça peut être du culturel, ça peut être du social, ça peut être du logement. Voilà, on touche vraiment à plein de domaines d'activité différents, dans plein de bâtiments différents. L'idée, c'est utiliser ces bâtiments vides et transformer cette contrainte que ça représente pour la ville en opportunité de développement pour les porteurs de projets et les gens qui ont besoin d'espace. Certains architectes décident de se tourner vers l'expérimentation, la recherche, en plus des pratiques de conception. En Belgique, il existe aussi Rotor, une double structure autour du réemploi. D'une part, Rotor Association, qui mène diverses actions. De l'autre, Rotor Déconstruction. C'est Michael Guillot qui me l'explique. Et c'est au sein de cette ASBL qu'on a mené la plupart des projets, que ce soit les expositions, mais aussi des aménagements d'intérieur, qui sont pour nous des projets où on teste un peu ce que ça fait de travailler avec des matériaux un petit peu inhabituels, des matériaux de réemploi, des fins de stock, des choses comme ça. Au sein de l'ASBL, on fait aussi pas mal de missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est quelque chose qui a pris pas mal d'ampleur ces dernières années. Donc, on accompagne des maîtres d'ouvrage ou des architectes qui souhaitent intégrer des logiques de réemploi dans leurs projets. Et donc, nous, on vient les aider à opérationnaliser ça, à rendre ça possible, à trouver les bons cadres, etc. Et puis, alors, en 2014, et à ce moment-là, c'était encore au sein de l'association, on a commencé à faire les premiers tests de transactions de matériaux depuis des chantiers vers
au début, on le faisait directement sur d'autres chantiers, puis assez vite, on a réalisé qu'il fallait un stock, un endroit pour stocker ça. Et puis, au bout de quelques années d'expérimentation, on a vraiment officialisé l'existence de cette deuxième structure, donc qui est Rotor Déconstruction ou Rotor DC, on utilise un peu les deux termes, qui est, pour le coup, est organisée comme une entreprise coopérative. Et alors là, disons, le type de mission que Rotor DC effectue est un tout petit peu plus cadré, un peu plus focusé sur les questions de démontage et de récupération des matériaux. Et puis, il y a tout l'aspect nettoyage, préparation, revente, etc. qui s'ensuit. J'ai rencontré Marie Menant à Paris, architecte, doctorante et enseignante. Elle a décidé d'arrêter la pratique architecturale en agence. Elle a bifurqué dans le champ de la recherche-action et de l'enseignement. J'ai commencé à travailler tout de suite après mon diplôme et que j'ai soutenu avec un grand architecte qui est depuis décédé, mais qui s'appelait Christian Vett. Et donc j'ai travaillé après chez lui pendant 8 ans. Donc j'ai beaucoup appris avec lui, mais c'était vraiment un atelier à l'ancienne, qui est un modèle d'agence en fait qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un petit atelier de 10-12 personnes, on sortait un projet tous les 2-3 ans maximum, on travaillait presque tous dessus, mais c'était, tout était ultra dessiné, ultra écrit aussi, parce qu'on écrivait aussi les pièces écrites, donc c'était tiré au cordeau, et puis ça s'inscrivait toujours c'était des commandes publiques. Et par contre après, quand je suis partie, ça a été un flot ininterrompu d'opérations de logement, de promoteurs, etc. Et c'était épouvantable, absolument épouvantable. Donc épouvantable dans ce sens où les programmes sont toujours les mêmes. C'est une économie absolument drastique et un dogmatisme de pensée absolument stupéfiant où rien n'est jamais réinterrogé. Et tout ça, j'en ai eu vraiment totalement assez. C'est-à-dire qu'après avoir fait ça pendant un certain nombre d'années, de m'être retrouvée à diriger des opérations de 200 logements et tout ça pour produire des choses qui concrètement étaient... de toute façon, c'est toujours la même production de logements, elles sont totalement interchangeables. Même si tu t'essayes de faire du mieux que tu peux dans ce cadre-là et que tu te dis que malgré tout, ils seront certainement un peu mieux que si toi, en tant qu'architecte, n'avais pas été là, etc. Mais bon, il y a quand même, c'est épuisant, hein, vraiment épuisant. Donc voilà, et c'est à ce moment-là où je me suis dit que je ne pouvais plus travailler dans ces conditions, que ça n'avait vraiment plus aucun sens. Et donc j'ai arrêté tout. Je me suis donc lancée dans ce projet de thèse. Donc je me suis inscrite en doctorat à l'école d'architecture de Malaquais. Et j'avais ce double projet donc de doctorat et de changer radicalement de façon de faire, c'est-à-dire de m'engager dans un collectif. Et puis après avoir investigué de manière assez approfondie, le Pérou m'est apparu comme celui qui me permettait en tout cas celui qui avait le plus de sens pour moi. Marie Menant s'est tournée vers le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, une association de recherche fondée par Sébastien Thierry, qui a pour objectif de rendre visibles les gestes d'hospitalité et de les faire croître. Elle a travaillé avec un groupe de recherche sur la jungle de Calais. Ensemble, ils se sont employés à répertorier les formes d'architecture qui ont émergé avant leur destruction. La jungle était une réelle ville, avec des rues, des commerces, des restaurants, des lieux de culte, des hammams, et surtout des habitants. Le problème, c'est qu'on a dépolitisé l'acte de construire la ville, de construire l'architecture. C'est juste ça le problème. Mais un architecte, à un moment donné, une école d'architecture se doit de créer les conditions pour que les étudiants puissent construire un regard critique et donc politique sur leur profession et sur le contexte du monde habité de manière globale. Et partant de là, un architecte, il se doit aussi de dire il y a des trucs où ça ne correspond pas à mes valeurs, j'y vais pas. Et c'est pas juste un exécutant technique d'une chaîne. C'est souvent ça. Mais une école devrait former à autre chose que ça, quoi.
Dans ces différents métiers, qui gravitent autour du champ de l'occupation des espaces et de leur conception, chacun se fait sa place. Ceux qui veulent défendre leurs valeurs s'engagent. Comment font-ils ? Ont-ils un impact ? Faut-il s'institutionnaliser pour changer la pratique architecturale actuelle ? Ou faut-il s'extraire complètement du système ? Aujourd'hui, on est dans une ville, comme je dis, c'est une ville un peu générique, avec les mêmes recettes, avec les mêmes types d'architecture, les mêmes types d'espace public, les mêmes matériaux, les mêmes mobiliers, etc. Et on résout tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un mètre carré qui n'est pas résolu, où on peut dire qu'ici on peut faire des trucs. Non, tout est résolu. Et c'est résolu en se disant qu'on a investi lourd là, pour les 30 prochaines années. C'est-à-dire qu'en fait, dans la majeure des cas, partie des cas, c'est souvent déjà obsolète. Donc on a un gros problème. Donc voilà, on essaie de défendre quand même une ville un peu plus libre, souple, et où on va moins vite, quoi. Enfin, là, on est en train de générer, en 30 ans, en 20 ans, 30 ans, on aura généré des surfaces considérables de villes qui vont juste être que des problèmes dans 10 ans, qui sont déjà dans certains cas. Donc même si c'est neuf, ça a été fait trop vite. Ce qu'on défend dans notre pratique, c'est de trouver des contextes de projets où on peut aller sur la chaîne du processus participatif, on peut aller du constat, du diagnostic avec les gens, jusqu'à la production d'espace, c'est-à-dire que, carrément sur du chantier participatif avec eux, quoi. Et en se disant que si c'est pas complètement fini, si c'est pas complètement aménagé, s'il y a des espaces non définis, c'est pas grave. C'est normal, quoi. La ville peut être aussi faite comme ça, quoi. Je parle dans des quartiers vraiment d'habitation, quoi, où les gens ont un rapport quotidien à ces espaces-là, et où on s'aperçoit que oui, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne va plus correspondre aux envies, aux besoins, aux manières d'habiter, et on va se retrouver un peu comme des cons en se disant mais on va pas modifier maintenant ou tout casser, parce qu'on a investi pour 30 ans. Voilà, c'est un projet permanent, la ville, donc voilà, on essaie un peu de défendre cette vision-là et de dire que en fait, avant tout, il faut créer les conditions pour que le citoyen puisse se saisir de ces sujets-là et les porter par lui-même. Et voilà, puis on voit très bien que ça marche, quoi, les projets là je parle des questions d'espace public, mais où les gens, dès qu'on leur a fait confiance, dès qu'on a créé les conditions, dès qu'on a un peu donné les moyens, les gens ils ont été capables de s'organiser pour identifier quels étaient leurs besoins, pour imaginer un projet, le réaliser avec des professionnels évidemment, et aussi le faire vivre derrière. Comme me le dit Yvan Détraz, les quartiers construits aujourd'hui n'intègrent en rien les habitants. D'ailleurs, il n'y a au départ pas d'habitants. On dessine et on construit avant de vendre. Le problème vient aussi de là. C'est pour réagir face à cela que Bruit du Frigo explore d'autres manières de faire, par la participation habitante, l'intégration des futurs habitants dans le processus de projet. Pour essayer de définir un peu les choses, la participation, c'est faire participer les futurs habitants au processus de conception et de chantier. L'idée, c'est de faire avec les habitants plutôt que de leur imposer un projet. C'est ce que fait Marie Blancard aussi, de la participation à la co-création. Elle me parle d'un projet dans le Nord, une opération publique sur l'îlot Stephenson, menacée d'une démolition imprévue. Pendant ce projet, elle a été s'installer pendant 5 ans dans la maison de chantier qui s'appelait l'atelier électrique. Grâce à cette permanence architecturale, les futurs habitants ont été écoutés et intégrés dans le projet de rénovation. La permanence architecturale, c'est le fait d'aller tenir une permanence tout en allant habiter sur le site. Cela permet de créer une relation avec les habitants d'un quartier et de faire de la médiation autour d'un projet. La participation et la permanence architecturale restent très liées, et il est difficile d'en faire une définition précise, alors même que ce sont des pratiques architecturales nouvelles qui commencent à s'affirmer. C'était hyper intéressant parce qu'on avait vraiment un relais pour le quartier et les gens, les curieux, des étudiants, ou enfin des gens qui venaient voir en bas. Donc
puisqu'on avait un vrai travail de maquette, de mise à jour des maquettes, d'échantillonnage, de tout ce qu'on a fait en récup et réemploi, puisqu'on faisait déjà une forme d'économie circulaire à l'époque, puisqu'on a déconstruit, stocké, remis dans les réhabilitations, et donc on avait tous nos murs d'échantillons, on avait les portraits de tous les ouvriers, on avait régulièrement des conférences, des repas, etc. Donc on avait plein de choses de partage qu'on faisait tous ensemble dans ce rez-de-chaussée. Alors la permanence architecturale, elle est autant pour les gens du quartier que pour le chantier. Pour les gens du quartier, c'est être là à 100% pour répondre à leurs inquiétudes, poser des questions, résoudre des fois leurs problèmes. Et après, il y a la permanence architecturale pour le chantier. Ça, c'est fantastique parce que, alors au début, c'est rigolo. Ça n'a pas été une très bonne nouvelle pour les entreprises qui, quand ils se sont imaginés qu'ils allaient avoir l'architecte, qui en plus avait à peine 30 ans, était une femme, sur chantier, c'était comme un coup de massue. Marie Blancard me dit qu'assez vite, les entreprises comprennent l'intérêt d'avoir l'architecte en permanence sur le chantier. Non seulement c'est un gain de temps énorme dans un projet si complexe de réhabilitation, il n'y a aucune perte de données et un partage extrême entre les deux parties. En plus, c'est l'occasion pour les architectes d'organiser la venue d'artistes, d'inviter l'art dans ce quartier, au sein de l'atelier électrique. Elle m'explique aussi comment cette permanence a permis de recréer une vie de quartier. Il y a des gens qui vont venir de partout pour habiter dans ces logements. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont aucune histoire commune. Le quartier est créé de toutes pièces. Bon, ok, c'est du renouvellement, mais bon, heureusement, déjà, on gardait pas mal de tènements industriels, des bâtiments un peu phares. Mais comment on crée du lien et comment on fait que demain, il y ait une vie de quartier et c'est cool d'habiter là. Et encore plus à Stephenson, puisqu'on avait les anciens habitants qui s'étaient battus pour sauver leur maison. Avec tout le poids moral et parce que quand que ça entraîne. Moi, quand je suis arrivée à l'atelier électrique, que je me suis installée au milieu des maisons murées et des gens et de race par mon quartier, de ceux qui avaient sauvé les maisons, vous imaginez bien, tous les autres personnes, tous les autres habitants, les 20 familles, vous regardent, vous êtes nouveau, enfin vous passez pas du tout inaperçu en fait, c'est une arrivée, même si vous essayez de faire discret, donc faut devenir un voisin. Enfin, c'est vraiment, c'est encore plus fort que quand on déménage chez soi, je trouve. Et du coup, on se disait comment on va faire pour repeupler, enfin remettre en vie les 30 maisons. C'est-à-dire que si on ramène 30 personnes d'un coup, qui vont arriver alors qu'il n'y a que 30 familles, contre 20 familles, est-ce que c'est pas dur de ramener 30 nouvelles familles le même jour, etc. On avait vraiment des inquiétudes sur ça. Et du coup, en fait, parmi tous les événements qu'on organisait, on invitait toujours les futurs habitants. C'est-à-dire que tous ceux, on travaillait avec un bailleur qui nous a repéré les habitants en avance, les futurs locataires. Et donc, on les invitait à tous les temps forts qu'on organisait, les conférences. On organisait avec eux des visites régulières, ce qui faisait qu'ils venaient à un ménage, deux ménages pour faire des visites de chantier. Du coup, finalement, au coin de la rue, ils rencontraient quelqu'un. Donc, les gens sont polis, ils se disent quand même bonjour. Donc, et voilà, au bout d'un moment, c'est alors, votre maison, elle avance. Bah non, l'entreprise, elle a fait une bêtise, l'architecte, il n'a pas fait ça. Bon, bref, c'est des anecdotes qui créent un début de connaissance et de lien entre des gens. Et donc, ça a quand même duré 1 an et demi, ce qui fait que le jour tant attendu où les gens, les nouveaux arrivants sont arrivés, c'était la joie, enfin t'es là, alors t'as fait comment, tu t'en es sorti comment avec ton canapé. Et dès les premiers jours, les enfants jouaient ensemble par exemple, puisqu'ils se connaissaient, puisque pendant qu'ils attendaient les réunions qu'on faisait, les enfants commençaient à jouer au foot, etc. Ouais, la permanence architecturale, elle leur a amené tout ça en termes humains, tout ça en termes de chantier, et puis à tout le volet culturel dont je parlais tout à l'heure, qui était un vrai lieu de partage. Et s'il n'y avait pas eu ce lieu, et si on ne l'avait pas fait en permanence, on n'aurait pas pu, on n'aurait jamais eu tout ça et on ne serait jamais arrivé à ça. Chaque chantier nécessite une adaptation des outils, en fonction du contexte et des personnes. Car pendant la permanence, c'est aussi une forme d'attachement aux gens qui se créaient, et un rapport tout particulier aux futurs habitants des espaces. Mais il faut avoir conscience de ce qu'implique ce choix, notamment d'y dédier du temps, où les habitants sont disponibles, c'est-à-dire de nombreuses soirées, des week-ends ou des mercredis.
Marie Blancard parle d'un engagement pour la société civile. Selon elle, il reste plus facile de mettre en place la permanence en agence sur des projets d'urbanisme et moins sur de l'architecture. Surtout pour l'habitat qui nécessite une multitude d'individualités pour chaque logement. Mais Patrick Bouchain réussit à mettre en place cette permanence presque systématiquement en architecture, comme Chloé Baudard, sur des équipements publics. Cette dernière privilégie la permanence à la participation et parle de se décaler du statut d'architecte qui est très surveillé et normé. Et là, on les est plus sur des permanences de chantier. Donc on a un ou une architecte ou un étudiant ou une étudiante. Donc là, par exemple, il y a Valentin qui est arrivé ce matin pour faire la permanence architecturale sur le projet de La Roche-sur-Yon. Donc il va s'installer, on y va avec le mercredi, il s'installe pour 6 mois dans les bungalows de chantier, sur le chantier, pour accompagner le chantier, les ouvriers sur place, donc faire des visites de chantier, pouvoir activer le réseau local en faisant des ateliers avec les enfants, pouvoir faire que l'ensemble des nuisances liées au chantier soient apaisées avec l'environnement, et notamment les tensions de chantier, les désactiver avant qu'elles arrivent. Donc c'est vraiment un accompagnement en douceur, et puis pouvoir essayer de l'ouvrir avec des formes artistiques qui vont commencer à prendre place, avec des conférences, avec voilà, c'est aussi activer ce qu'on appelle le chantier acte culturel. En plus, sur chaque projet, on essaye chaque fois de l'enrichir, ce que j'appelle des pas de côté, que ce soit par la permanence architecturale, on essaye de faire un livre, on aimerait bien faire une radio sur le chantier, quasiment une double pratique sur chaque projet, qui est une pratique de maîtrise d'œuvre, mais une pratique aussi d'enrichissement de cette pratique d'architecte traditionnel. L'urbanisme est une profession qui n'est pas protégée et donc qui laisse aussi beaucoup plus de possibles que finalement le classement en architecture. Donc ça m'a vachement questionné. Finalement, maintenant, notamment j'ai eu une discussion avec Sébastien Thierry, on disait mais il faut réhabiliter l'urbanisme, et maintenant on va dire qu'on est tous urbanisme, puisque c'est une profession non protégée qui est finalement maintenant beaucoup plus libre, qui permet beaucoup plus d'émerveillement même que le côté architecte, qui est donc protégé sur le port du titre et finalement aussi sur sa pratique. Donc là, justement, dernièrement, on s'est dit que c'est là-dedans qu'il faut qu'on explore des impensés, c'est par l'urbanisme et puis par l'architecture. Puisqu'en fait, l'urbanisme, c'est la ville, donc en fait, c'est tout, quoi. C'est tout l'aménagement, qu'il soit urbain, de construction de bâtiments ou quelque chose. Donc on a trouvé ça justement assez intéressant. Ce qu'on fait est très peu enseigné. À l'école de Bordeaux, j'ai voulu intervenir, on m'a dit t'es pas assez architecte. Voilà. Je suis à la lisière. Et tant mieux. Je pense qu'on devrait davantage enseigner ces pratiques-là dans les écoles, en tout cas d'ouvrir un peu plus. Alors, je pense que les étudiants sont peut-être plus en avance que les profs là-dessus. Mais voilà, de montrer cette pratique-là comme une pratique normale, pas comme une espèce de truc alternatif, de gens parce qu'ils sont jeunes, ils y croient, ils sont militants, et puis, mais après bon, ils vont créer leur agence, puis ils vont faire de la vraie architecture. Voilà, je pense qu'il faut normaliser, banaliser ce qu'on est en train de faire, quoi, et comme quelque chose de normal, comme une compétence. Et une manière d'être architecte complètement ordinaire parmi d'autres. Voilà. Il y en a qui veulent faire que des bâtiments signés en architecte-auteur, je fais mon truc, je fais mon objet dans la ville. Ok, enfin, je ne comprends pas, mais à titre personnel, mais enfin je comprends, mais c'est pas du tout mon approche, mais pourquoi cette manière d'être architecte, elle serait, comment dire, légitime, normale, voire noble, et pourquoi notre manière à nous d'être sur le terrain aux côtés des gens serait dégradante vis-à-vis de la profession, enfin, c'est l'image qu'on nous a renvoyée longtemps, donc non. Nous, on est encore à la complexité administrative, qui est devenue très 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 lourde, les dépôts des permis de construire, les chantiers, les responsabilités, les assurances, les machins. Donc on est quand même dans une espèce de machine qui en 10 ans s'est complexifié comme jamais. Et finalement, je leur dis, mais enfin, aujourd'hui, vous ne vous confrontez pas à ça. Vous permettez de préfigurer,
Mais jusqu'où, justement? On peut choisir de rester dans une forme de marginalité, de jamais répondre à des appels d'offres, de jamais se compromettre, entre guillemets, à travailler avec des promoteurs, avec des élus, avec des collectivités, parce qu'on sait qu'on va se faire avoir. Oui, enfin, moi je peux comprendre ces attitudes plus radicales. Parce que en même temps, c'est une forme de boussole, et puis ça permet d'avoir quand même un repère aussi. Mais après, je vois dans quelles conditions ces gens-là travaillent, quoi. C'est quand même une forme de précarité permanente, et c'est au prix d'un sacrifice personnel. Moi, j'ai jamais considéré que parce qu'on crée un collectif, on s'engage dans une forme de sacrifice de sa vie privée, de ses désirs, de ses machins. Non, on exerce une manière un peu différente de faire de l'architecture. Ça correspond à une nécessité sociale, donc on n'est pas en train de faire n'importe quoi n'importe où et d'inventer un truc. Hein. Donc partant de là, on doit pouvoir en vivre correctement. Donc moi je dirais, il n'y a pas forcément des tabous, mais faut toujours essayer de rester vigilant. Des fois on se fait avoir, oui ça arrive, peut-être la deuxième fois on ne se fait plus avoir. Mais c'est comme dans tout métier, c'est comme dans tout contexte. On ne peut pas vivre parce qu'on n'est pas d'accord avec un système à l'écart de ce système. Si on entend le transformer, pour moi, c'est pas. Je pense que les deux peuvent être complémentaires et s'entraider. Yvan Détraz n'est pas en agence, Bruit du Frigo est un collectif. Il me raconte l'un de leurs projets à Dax qui mêle participation et permanence. Cela commence par une étude avec un urbaniste pour trouver comment améliorer la vie du quartier, jusqu'à la réalisation. Où l'idée, c'est de coupler à la fois du travail, donc on est autour d'une table, on réfléchit avec les gens, ou on est de manière plus informelle, autour d'un café, en déambulation. Donc mixer des temps de travail, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas perçu comme des temps de travail par les gens, avec des temps de plaisir. Voilà. En partant du principe qu'une personne qui vient donner de son temps pour participer au bien commun, en l'occurrence réfléchir à l'avenir du quartier, il ne faut pas que ce soit chiant, il faut que ce soit pour elle quelque chose qui lui procure du plaisir. Donc on crée cette petite cabane avec au milieu un poêle, parce que c'était l'hiver, donc il faisait un peu froid, donc un poêle à bois. Donc le côté, l'idée c'était de dire, c'est se réunir au coin du feu, comme on faisait avant, les histoires, machin, tout ça. Voilà. Donc au départ ça commence par un chantier, il faut construire cette cabane. Et le chantier en fait, c'est pour nous tout le temps un moment de communication ultra efficace. C'est-à-dire que même si on a mis des affiches dans les entrées, tout ça, en fait c'est par l'intermédiaire d'une semaine de présence sur le quartier à construire un truc, les gens en fait naturellement ils viennent voir, mais vous êtes qui, qu'est-ce qui se passe, ça va être quoi, et là t'expliques en fait. Donc c'est un chantier où tu passes beaucoup de temps aussi à expliquer ce que tu es en train de faire aux gens, et au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, tout le quartier est au courant de qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et c'est quoi la suite. Ce qui fait qu'à l'inauguration, on ne rentre pas tous dedans évidemment, parce qu'on est 150 ou 200 habitants, et voilà. Et c'est vrai que si on avait juste mis des affichettes en disant réunion publique dans une salle, dans une école, je sais pas où, on aurait eu 20 personnes, quoi, même pas. Et là, on a beaucoup de monde. Voilà. Et on leur dit, bon, donc on vous dévoile un peu le programme des 4 jours qui suivent. Donc il y a des ateliers, donc toutes les après-midi c'est atelier, donc c'est un peu auberge espagnole, tu viens, il y a des horaires, mais bon, si tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux. Et puis on avait imaginé une action un peu conviviale, qui était un concours de soupe tous les soirs. Donc l'hiver on fait de la soupe, beaucoup de gens font de la soupe, donc là on s'est dit on va faire un concours de soupe. Donc tous les soirs il y avait à la fin des ateliers, vers 19h, apéro et concours de soupe pour élire la meilleure soupe avec des lots à gagner et tout ça. Au-delà de l'anecdote et de la convivialité, les concours de soupe, c'est aussi un moyen d'aller chercher des personnes qui ne viennent pas forcément dans des temps de discussion, parce que personnes, souvent c'est des femmes, qui se disent non mais moi j'ai rien à dire, voilà. Et en fait, la manière dont le concours se passe, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, viennent nous voir, ou on entend dire que telle personne elle a envie de participer mais elle n'ose pas, etc. Donc on va la voir chez elle.
Et puis après, on va faire les courses ensemble. C'est-à-dire qu'on lui demande une liste de courses, de ce dont elle a besoin, parce que c'est pas eux qui payent, c'est nous qui payons les ingrédients. Donc on va faire les courses avec elle, avec ces personnes-là. Le temps des courses, c'est un temps d'échange. Après, on va les aider en cuisine chez eux. Donc c'est à nouveau un temps d'échange. Et en fait, les gens, ils nous disent, et souvent ils invitent les voisins, les copines, les machins. Et on se retrouve à 10 dans la cuisine et c'est des temps incroyables, quoi. Voilà, donc concours de sous tous les soirs. Et la particularité de ce projet, c'est que l'urbaniste est avec nous. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on écrit un rapport, des comptes rendus, on lui donne, on se rencontre, on lui transmet tout ça le mieux possible. Là, il est avec nous. Donc il est avec nous, ça veut dire que lui, il a commencé à arpenter le quartier, à lire des trucs, il commence à se construire un peu une vision, un regard, un constat sur le quartier de ça. Et en fait, là, il peut, en 4 jours, en temps réel, en direct, tester un peu ses premières hypothèses, c'est-à-dire les soumettre aux gens, et si on faisait ça, et si machin, et vous pensez pas que... Et donc, en fait, il est en train, en 4 jours, de caler tout son projet, finalement, et de puiser à la source tout ce dont il a besoin en direct, quoi. Donc, c'est quand même, en termes de méthode, c'est génial, quoi. Pour moi, en fait, tout le travail qu'on fait est un travail de recherche. Et en fait, pour moi, à titre personnel, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la question du réemploi. C'est qu'en fait, c'est un excellent miroir qu'on peut tendre à l'industrie de la construction et qui permet de comprendre comment cette industrie fonctionne. En fait, quand on vient parler de réemploi dans un projet, en particulier des projets un peu formels, un peu stricts, etc., toutes les questions que ça pose sont les témoins de tensions, de dysfonctionnements, d'habitudes qui ont été prises et remettent un peu tout ça en question. Donc, c'est vraiment un excellent outil d'étude, en fait, quasiment anthropologique de comment le secteur de la construction fonctionne. C'est un bon prétexte, en tout cas, pour ouvrir toutes ces questions. Et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant. Et du coup, toutes les opportunités qu'on a, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des projets qui sont plutôt dans des logiques avec une grande part d'opérationnalisation, avec des timings courts, des budgets serrés, etc., qui ne permettent pas toujours de prendre le recul en cours de projet. Mais donc, toutes les opportunités qu'on a de pouvoir un tout petit peu essayer de comprendre ce qu'on a fait ou de pouvoir réfléchir à ce qu'on met en place, que ce soit à travers une conférence, à travers une intervention dans une école d'archi, à travers un article, à travers une invitation à écrire quelque chose. C'est vraiment précieux et je pense la plupart ici chez Rotor, on apprécie beaucoup de saisir ces opportunités-là parce que c'est ça aussi qui donne de l'intérêt, en tout cas pour nous, au reste du travail qu'on effectue. Et je pense que par ailleurs, c'est aussi une manière assez efficace de communiquer, en tout cas avec certains publics, sur ce qu'on essaye de faire, sur ce qu'on essaye de mettre en place. Tout le monde dit rien n'est possible, et moi je pense qu'au contraire, tout est absolument possible. Dans ces moments voilà, tout est en train de se casser la gueule partout, donc précisément tout est possible, et que là, il faut vraiment foncer pour construire sa propre affirmation du monde, quoi. Quand je les rencontre encore, enfin, on se revoit vraiment de temps en temps entre nous, et enfin, je parle juste de l'équipe de Calais. Et on se dit à chaque fois, enfin, on s'est tous dit que ça avait absolument vraiment changé notre vie, vraiment, quoi. Et enfin, qui s'est vraiment, enfin, changé. Je ne sais pas si ça l'a changé. En tout cas, ça a été un moment totalement enclencheur. C'est-à-dire que ça a été un moment de révélation. Si on s'est engagé corps et âme dans cette aventure, c'est que précisément on était prêt pour ça et que ça correspondait aussi à un moment personnel, sans doute totalement différent pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, ça a été un moment absolument charnière dans notre vie, quoi. Et dans notre vie professionnelle et personnelle. Enfin, ça, c'est absolument évident. Le Pérou s'emploie beaucoup précisément à faire advenir d'autres formes de pensée, d'autres formes d'action qui puissent avoir un retentissement, pas forcément, puisqu'il s'inscrit dans des temporalités beaucoup plus longues et justement qui s'inscrivent précisément en contre-feu des décisions complètement arbitraires et immédiates des pouvoirs publics, qui consistent à dire puisque les campements de migrants, etc., ne sont que fatras, cloaques, corps en trop, etc., enfin, et que tout ça ne devrait pas exister. Donc on rase, ce qui est un contresens absolu, puisque raser un bidonville ne conduit qu'à la pérennisation d'un autre bidonville qui se reformera à quelques encablures du premier. Donc il faut effectivement
mieux construire et non pas détruire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument impensable aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'État. C'est précisément ce peuplement hétérogène, c'est-à-dire que ce sont vraiment des endroits qui sont habités par tous les Européens, quoi. Ils sont traversés par tous les Européens. Et ça, c'est vraiment... voilà, quoi. Si la jungle était aux portes de l'Europe, toute l'Europe était dans la jungle. Donc voilà, donc chacun a produit des enquêtes, donc avec évidemment ses propres outils. Et au final, on a rassemblé toutes ces enquêtes sous la forme d'un atlas d'une cité potentielle. Et qui regroupait donc à peu près, je crois au final, il y avait à peu près une 500aine de pages. Voilà. Et donc, ça a été quand même un travail considérable qui s'est déroulé sur un peu plus d'1 an et demi, où il y avait donc effectivement toutes sortes de disciplines présentes, qui allaient effectivement des architectes, urbanistes, paysagistes, aux anthropologues, sociologues, politologues, artistes, photographes, géographes, voilà. On a un peu réfléchi à la façon dont on allait dessiner ça. Après avoir fait, je crois on avait quand même fait plus d'une 40aine de relevés sur place, et au final on a réussi à en retranscrire une 15aine où on avait systématiquement plan coupe élévation, enfin vraiment, voilà. Et je pense que ces documents-là sont vraiment précieux parce qu'ils attestent vraiment, je crois, de ce qui s'est construit là-bas. C'est-à-dire que de bien dessiner les choses très correctement, presque scientifiquement, pour nous c'était une façon de raconter justement la puissance de ces installations-là et pour certaines d'entre elles, leur très très grande intelligence constructive. Et en fait, les gens étaient très contents parce qu'évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça, c'est-à-dire qu'on rencontrait les gens, on a discuté énormément avec eux, on a bu 150 thés dans 150 000 shelters ou tentes, etc. Et en fait, ils étaient hyper contents de voir qu'on avait réussi à dessiner ce qu'ils avaient su construire, mettre en place, installer, etc. En tout cas, c'est vraiment l'objectif du Pérou, de Sébastien Thierry, de se dire que son travail peut arriver à produire des déplacements dans la pensée des pouvoirs publics. Mais c'est compliqué, c'est pas gagné. Voilà. Mais je pense que oui, le Pérou prend une autre direction, mais pour diverses raisons, aussi parce que financièrement, c'est vraiment compliqué de mettre en place ce genre de projet. Il y a des gens aussi qui s'épuisent et ça c'est pas bien, en ce sens où le Pérou n'a pas été fait pour ça, donc là il y avait un vrai problème de fonctionnement, un vrai problème, c'est pas un problème, c'est juste une problématique, mais dont on n'a pas réussi collectivement à trouver de solution un peu pérenne. C'est pas tellement le type de projet qui change la donne, c'est la façon de le mener. Finalement on répond à des commandes qui sont... Alors on en a des très singulières, très spécifiques, qui viennent notamment plutôt d'une dynamique de l'ESS, quand on a des commandes qui viennent par le milieu associatif notamment, mais pas que. Et c'est justement d'avoir une image alternative qui permet de toucher le public visé, notamment des maîtrises d'ouvrage qui veulent des projets qui changent. Mais est-ce qu'en ne touchant qu'un public averti, ces initiatives ne sont pas vaines finalement ? Ça, c'est sûr qu'elles sont pas vaines. Elles sont pas vaines, d'une part parce que de toute façon, elles ont la nécessité à être réalisées pour au moins faire manifeste, au mieux faire exemple, on va dire. Et du coup, par l'exemple, d'avoir un référentiel pour dire oui, ça c'est déjà fait, donc on peut continuer à le faire. En tout cas, on peut la répéter, on peut la répliquer. Donc, d'où aussi les logiques de réplicabilité et de ne pas avoir du one-shot à chaque fois, c'est-à-dire de mettre en place des vraies procédures, des vraies méthodes de projet qu'on peut réutiliser. Pour les gens qui pensent comme ça, qui veulent faire comme ça, qui ont ces vraies volontés d'avancer de manière collective, en coopération et en collaboration, tu vois que les outils sociaux, réseaux sociaux, sont bien utilisés pour ça. Qu'il n'y a pas de... Tu vois, quand je me suis lancé, je me souviens avoir appelé des confrères pour demander 2-3 conseils sur un truc ou un autre, parce que j'ai trouvé le projet bien, je voulais savoir comment ils avaient mis en œuvre tout ça. Bon,
rien à foutre, enfin t'as qu'à te démerder, tu vois. Et je vois que là maintenant, en tout cas sur ces domaines spécifiques, il n'y a pas trop de soucis, tu vois, il n'y a pas trop de concurrence. Tu as toujours un ou deux qui va faire le... Non, c'est secret, je vous le dirai surtout pas, mais majoritairement, les gens s'entraident, se filent des tuyaux, etc. Et je trouve ça plutôt riche. Alors peut-être aussi parce que la majorité ne sont pas sur le même territoire. En tout cas, il n'y a pas assez de densité pour que ça crée de la concurrence. Et on verra dans les années plus tard. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'état d'esprit que l'ensemble des personnes qui font ça veulent donner globalement à la société. C'est pas qu'à la profession. On a créé un réseau international de l'occupation temporaire à finalité sociale, dans lequel Yes We Camp fait partie. Et parallèlement à ça, un peu avant, on avait mis l'idée de créer un programme qu'on a surnommé Erafriche, Erasmus des Friches, qui serait un programme d'échange entre plateformes d'occupation temporaire, parce que justement, on est tous à des stades différents et on est tous sur des chantiers différents. Mais genre, si moi je vais passer 2 semaines avec le financier, j'en sais rien moi, de Yes We Camp ou de Plateau Urbain, et puis que le gars de la technique vient 2 semaines avec Dimitri ici sur un chantier, on va tous revenir dans nos structures de base avec beaucoup de compétences. Et franchement, ne fût-ce que parfois partager un fichier Excel ou un fichier Word, tu te dis waouh, je viens de gagner 6 mois là. Parce qu'en fait, ils ont été confrontés à la même problématique. Ils ont testé un truc de merde qui n'a pas fonctionné. Ils ont réussi à le corriger. Et ils sont sortis avec un modèle génial. Maintenant, je l'utilise. C'est brillant. Et je pense qu'il faut faire ça au maximum. Donc ouais, on a des liens avec des structures en France, des structures en Belgique. Mais maintenant, même à l'international, les gars de Free Riga qui sont en Lettonie, on a organisé des conférences ensemble. Et on échange beaucoup sur les pratiques. Aussi avec des Danois, des Allemands, des Anglais. Bon, mais avant tout à Bruxelles. L'objectif du STUN, c'est créer un réseau international d'occupation temporaire à finalité sociale. D'une part, pour permettre de partager notre modèle. D'autre part, pour être, on va dire, plus fort à une échelle internationale et montrer, voilà, ce truc-là, ça fonctionne. C'est important et c'est quelque chose, c'est en train d'arriver et ça doit aller dans une certaine direction. Et c'est pour ça surtout qu'il y a ce truc de à finalité sociale, c'est que le STUN c'est aussi une manière de porter la voix de ces initiatives qui voient l'occupation temporaire comme un levier de développement pour la ville, mais pour l'intérêt général. Face à ce qu'on appelle la vision lucrative de l'occupation temporaire, qui utilise ça comme en fait juste un levier de développement économique pour enrichir des actionnaires, quoi. Être plus fort, porter notre voix, mutualiser. Et alors oui, et ça c'est une vision aussi plus large, c'est tenter que tous ces ambassadeurs de STUN, peut-être qu'à terme on pourrait établir une charte de qu'est-ce que c'est une occupation temporaire à finalité sociale, quels sont les outils intéressants pour la développer, et semer, quoi, tu vois, partager ça pour que notre modèle puisse être répliqué par d'autres acteurs plus petits qui veulent commencer, et que via STUN ils aient accès à plein de documents, plein d'informations. Et surtout, que STUN puisse servir de dire, ok, vous voulez lancer ce projet, nous, ce qui nous importe, évidemment, c'est que vous le fassiez bien, mais est-ce que vous restez bien dans la vision sociale du truc ? La question, c'est un peu de se demander, en fait, on se rend bien compte qu'il y a plein de gens qui souhaitent participer à Yes We Camp, mais qui ne trouvent pas forcément les portes d'entrée pour le faire. C'était très structurant au début de Yes We Camp, en 2013 et en 2015, parce qu'il y avait un très fort besoin de gens bénévoles pour accomplir le projet. Et au fur et à mesure qu'on s'est structuré, qu'on s'est salarié, on a laissé un peu moins de place à ça. Et parce qu'il y a eu quelque part moins de besoins. Et aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui veut nous aider, on a des plannings avec des créneaux bénévoles, on nous dit tu peux t'inscrire. Et en fait, ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils ont envie de faire, ni à leur disponibilité. Et moi, je suis arrivée chez Yes We Camp en étant bénévole pendant 1 an. Et le cadre qu'on m'a offert pour pouvoir travailler et participer au projet, il était génial, quoi. J'ai fait des choses que je ne me sentais pas capable de faire. On m'a fait tout de suite très vite confiance, ce qui n'arrive pas partout. Puis
puis j'ai appris aussi beaucoup de choses, et j'ai rencontré beaucoup de monde. Ça m'a donné un cadre social qui était hyper nouveau et qui était hyper enrichissant. Voilà, il y a tout ça en fait qui était super riche et qui est, je pense, pour le développement personnel de chacun, qui peut être super riche, quoi. Et ça, on l'a perdu aujourd'hui dans nos projets. Donc ouais, l'idée, c'est de voir comment on peut réinsuffler ça dans nous. Dans la question de comment est-ce qu'on aborde l'espace, on l'aborde comme une ressource, et comment est-ce que cette ressource va être partagée par les gens qui l'utilisent, quoi. Est-ce que l'idée, c'est de maximiser la valeur de l'espace au profit de telle ou telle personne qui utilise l'espace, ou tiens, comment cet espace peut être partagé et le mutualiser au maximum pour que ce soit bénéfique pour tout le monde, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça dépasse même l'espace en général. L'espace, c'est le premier exemple qu'on donne parce que nous, on a accès à l'espace et notre but, c'est de donner l'accès à l'espace nous-mêmes, comme on est en tant que plateforme aux porteurs de projets. Mais ça peut se partager cette notion de commun peut se décliner sur d'autres formes. Par exemple, j'ai été faire une récup avec Sam. On a été récupérer une grande quantité de nourriture invendue qui est ensuite partagée avec tous les membres de l'association. Sam et Manu m'expliquent que tout le monde arrive à en vivre. En fait, même si les salariés ne sont payés que 25 heures par semaine, ils ont beaucoup d'autres avantages. Des services, des logements peu chers au sein des bâtiments communaux. Et puis c'est un écosystème de personnes et de rencontres qui constitue aussi la richesse de l'association. Non seulement il faut payer les personnes qui travaillent, mais il faut aussi que la structure fasse entrer de l'argent pour fonctionner. Les grosses entrées financières de Comuna, c'est quoi ? C'est d'une part des subventions. Donc, pour certaines de nos missions, on est reconnu par les pouvoirs publics. Par exemple, on est reconnu comme une association d'insertion par le logement. On a un agrément pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on crée du logement pour des personnes qui ont besoin de se loger. On est soutenu aussi par une fondation privée. Après, on a un modèle économique où tous ces lieux, ça a un coût. Parce qu'on doit les rénover, il y a de la coordination, il y a le suivi du projet, puis la maintenance, enfin bref. Occuper un espace, ça a un coût. Donc, comment est-ce qu'on pouvait allier le fait qu'on voulait rendre l'espace accessible aux gens et le fait que ça a un coût ? On travaille avec ce qu'on appelle une contribution aux frais du lieu. L'idée, c'est quoi ? C'est nous, on calcule au mètre carré combien nous coûte la rénovation, la coordination, la maintenance d'un lieu. Et on dit aux occupants, voilà, pour votre bâtiment, au mètre carré par mois, ça représente autant d'euros. Souvent, les tarifs qu'on propose sont quand même vachement inférieurs au marché locatif de toute façon. Mais ça représente quand même parfois beaucoup d'argent pour une jeune asso ou pour un collectif de fait qui lance son projet, quoi. Et on dit, voilà, ça c'est combien on a besoin. Si vous ne pouvez pas mettre cette somme, vous pouvez mettre moins. Peut-être que vous pouvez nous proposer une autre contrepartie. Vous avez peut-être du temps à mettre dans le projet, etc. Si vous pouvez mettre plus, s'il vous plaît, vous gênez pas. Et si ce prix vous va, vous mettez ça. Parfois, on développe une activité économique dans un de nos sites qui va générer un peu d'argent. Ici, on a un bar. Une des missions que je fais, là, c'est l'expertise, la consultance, c'est-à-dire aller rencontrer des pouvoirs publics qui veulent lancer un projet et qui veulent nous embaucher, en fait, pour qu'on les conseille. Parfois, on a des projets où le propriétaire lui-même va financer une partie du projet. Les sorties principales, c'est quoi ? C'est les travaux. C'est ce qui nous coûte le plus cher, avec évidemment les ressources humaines, c'est-à-dire le salaire des travailleurs. Et puis il y a plein de frais de fonctionnement liés à n'importe quelle association, la camionnette, le comptable, tu peux imaginer, mais grosso merdo, c'est ça. Comment est-ce qu'on essaie de construire le modèle ? C'est que chaque bâtiment s'autosuffit financièrement. Par les subventions qu'il y a pour ce projet, par les contributions, par les activités économiques qu'il y a dedans, il est à l'équilibre. Potentiellement, on peut prendre autant de bâtiments qu'on veut, pour autant que la team au-dessus, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour la structure, n'augmente pas proportionnellement. Sinon, il faut toujours plus de bâtiments. Donc la question, c'est comment, avec la team structurelle qu'on a, on peut arriver à l'équilibre via, d'une part, un apport supplémentaire de chaque mètre carré, donc tu dois arriver à un certain nombre de mètres carrés, mais d'autre part, augmenter aussi peut-être nos subventions structurelles. Si les membres de l'association voient comment rendre le modèle financier viable au long terme pour chacun, ils restent hésitants sur le fait de démultiplier les projets et de sortir de l'échelle humaine dans laquelle ils se sont construits. Ce qui importe, c'est surtout la finalité sociale du projet et qu'il y a un impact local dans le quartier. Et donc, avoir trop de projets, ça incite à trop prendre de recul, forcément, même si on a très envie, je pense que
bout d'un moment, on est forcé de prendre un pas en arrière et de gérer tout en même temps et de faire de manière plus machinale et forcément se détacher de tous les projets parce que quand il y a 50 associations dans un lieu où il y a 50 lieux, ben forcément on ne peut pas connaître tout le monde. Moi, là, je commence à peine à connaître à peu près les gens qui sont à la BUIS ici au Tripostale. S'il y a vraiment 12 lieux en plus, ouais, je pense pas que ce soit... Enfin, personne n'a vraiment envie de faire ça, j'ai l'impression. Non, je crois pas. C'est pas le but. Ce qui est sûr, c'est que la pratique de l'espace, sa gestion, sa conception, sont des activités qui changent énormément. Ce sont des métiers où les financements de chaque projet sont décisifs, c'est pourquoi il faut savoir parler avec les clients, qu'ils soient des maîtrises d'ouvrage publics ou privés. Quand on a commencé le projet, les premiers gens qu'on a été voir, avec nos petites brochures bidons, c'était des communes. Et on allait voir, on disait voilà, est-ce que vous auriez un bâtiment vide? Nous, on essaie de lancer un projet, etc. Et pendant plusieurs mois, voire années, c'était très ouais, ça a l'air sympa, on vous recontactera, etc. Et bon, éventuellement, au bout d'un moment, on a eu notre premier bâtiment, qui était un privé d'ailleurs. Ça a fait pas mal de bruit, ça nous a fait connaître et ça a commencé à nous créer une certaine crédibilité. Et de projet en projet, tu développes la crédibilité. À tel point qu'un jour, c'est les pouvoirs publics qui te contactent et qui te disent j'ai un bâtiment vide en fait et j'aimerais bien que vous vous en occupiez ou plutôt que vous développiez un projet qui aille dans tel ou tel sens dans ce quartier-là. Donc je pense la preuve par l'exemple, que tu réalises toi-même, c'est une chose, mais aussi la preuve par l'exemple des autres, comme tu le disais. On a organisé des visites avec certains pouvoirs publics pour aller voir les grands voisins. Tiens, regardez comment ça fonctionne là-bas, et ça fonctionne, faisons-le chez nous. Ça inspire, quoi. Et je pense que ça, il n'y a pas mieux. Quand tu le vois réellement, que tu vois que ça fonctionne, qu'en plus c'est PEP, c'est que ça a une belle image, les pouvoirs publics, ils adorent. Ça les inspire et puis ça les réconforte et puis je pense qu'il y a aussi une volonté en général chez les pouvoirs publics et si tu rajoutes à ça quand même le facteur politicienne et l'envie d'être élu, etc., c'est aussi non mais c'est vrai, il y a question de l'image, quoi. Tiens, je pourrais avoir une bonne image en faisant ça. Et puis il y a aussi ceux qui sont inspirés par le fait que c'est vraiment un outil intéressant de développement de la ville. Comuna signe généralement une convention d'occupation temporaire avec le propriétaire du bâtiment qu'ils vont occuper. C'est-à-dire qu'ils ont accès temporairement à l'espace, qui sera ensuite rendu au propriétaire. Ils peuvent y faire ce qu'ils veulent. L'association Yes We Camp utilise aussi ce genre de procédé, par exemple aux grands voisins. Utiliser un espace vide pour faire la transition avant qu'il ne soit réinvesti ou que des travaux commencent. C'est une démarche qui se répand et que l'on appelle souvent l'urbanisme transitoire. Moi j'ai du mal avec cette notion, on nous colle souvent cette étiquette-là, surtout les aménageurs, les fabricants de la ville, parce que c'est, je pense, une case qui est assez simple pour eux à identifier, où ils voient un peu les bienfaits de quelqu'un qui s'installe et qui peut faire transition avec ce qui va se passer après. Nous en tout cas dans notre démarche, c'est pas comme ça qu'on va forcément et intégralement réfléchir les choses. On va pas nécessairement réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ça se retrouve dans le futur quartier. On fait les choses parce qu'on pense qu'elles sont justes, qu'elles peuvent apporter quelque chose aujourd'hui et maintenant. Qu'effectivement elles ont une valeur expérimentale et peut-être qu'elles vont se reporter dans les futures pratiques et dans le nouveau quartier, on l'espère, mais c'est pas quelque chose qui est acté et qui est sûr, on n'en sait rien en fait. Nous on a le terrain pour 5 à 8 ans, on n'en sait rien de ce qui va se passer dans 8 ans. Je trouve qu'ils ne prennent pas assez de risques et qu'ils ne font pas assez bouger les lignes de leur côté. Ils nous répondent souvent, on peut pas prendre trop de risques en fait. Voilà. Mais du coup ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, ça fait 3 ans qu'on porte ce discours-là. Et dès qu'il s'agit un peu trop de faire bousculer les choses pour que les choses se fassent, ça freine des cas de fer, quoi. Yes We Camp occupe temporairement des espaces avant que des travaux ne démarrent. Les maîtrises d'ouvrage ne les mettent pas en relation avec les futurs concepteurs et ne financent pas cette transmission des connaissances du site.
Pourtant, ce pourrait être un gain de temps. En même temps, pourquoi leur notoriété et la confiance des pouvoirs publics ne sont-elles pas suffisantes pour avoir du poids ? Yvan, de Bruit du Frigo, nous met en garde. L'attrait du transitoire et de la possibilité d'expérimenter, c'est super, mais attention au revers. Car les promoteurs ont bien compris l'intérêt de placer des collectifs sur un terrain à l'abandon sans y investir le moindre argent. Pendant quelques années, ces initiatives expérimentent, réactivent les espaces, les rendent désirables. Puis le terrain retourne aux mains du propriétaire revalorisé. Je dis pas, ça a de la valeur, ça, ce transitoire, mais moi je défends pas un modèle de ville transitoire, je défends un modèle de ville tout court, quoi, et pérenne, et voilà, sachant que le transitoire peut devenir, acquérir une condition de pérennité aussi. Concernant les temporalités de projet, s'il est resté longtemps quasiment impossible de suivre un projet du début à la fin, Yvan de Bruit du Frigo remarque une évolution. Au départ, les deux DAX, ils n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Hein. C'est parce qu'on a fait un long travail avec eux, qu'on a beaucoup discuté avec eux, qu'on leur a montré sur le terrain. Ils sont venus nous voir et ils ont compris que les gens avec qui ils avaient perdu un peu le contact et le dialogue, ils étaient super contents de participer aux ateliers. Enfin, ils se sont dit, mais oui, en fait, ils sont en train de faire bouger les choses, changer la manière dont les gens considèrent ce qui est possible, pas possible dans le quartier. Et en fait, ils nous ont fait confiance. Donc on a changé un peu le regard des élus jusqu'à acquérir leur confiance pour qu'ils nous renouvellent, pour qu'ils nous renouvellent leur confiance sur la suite, quoi. Si on était resté dans une posture à distance, critique, en disant on n'y va pas, machin, ça n'aurait rien changé. Par exemple, on a publié récemment, il y a quelques années, un vademecum sur le réemploi hors site. On dit, voilà, vous êtes un maîtrise d'ouvrage public, vous opérez dans une législation qui est un peu une usine à gaz, qui est super compliquée, on en est bien conscient, mais voilà, une procédure qui a été testée, validée par des avocats, etc., qui vous permet de fonctionner. Donc là, on s'attaque vraiment à une question précise. Rotor permet une évolution plus rapide des maîtrises d'ouvrage publics en leur amenant le protocole précis pour intégrer facilement une réelle démarche de réemploi des matériaux dans les projets qu'elle commandite. Les cahiers des charges évoluent, les maîtrises d'ouvrage sont parfois déjà convaincues de l'intérêt de ces démarches, mais parfois moins. Il s'agit donc de les convaincre, surtout que financièrement et politiquement, cela vaut souvent le coup pour eux. Il y en a qui sont quand même clairement en train de changer et de comprendre que investir les habitants, ça va leur faire gagner du temps pour autre chose. Donc niveau maîtrise d'ouvrage, chez les clients, il y a quand même, des données, des entrées intéressantes, que ce soit en participatif ou sur l'environnement, qui arrivent tout seuls dans un cahier des charges auquel nous on va répondre. Dans ces cas-là, on est ravis. Après, clairement, il y a des fois où il n'y a rien. Et nous, on se dit, mais mince, ils veulent vraiment faire comme ça. Et on se dit, c'est pas possible. Et on le rend quand même. Enfin, on rend en disant, nous, on ne le fera pas comme vous avez prévu. Mais on le fera comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'on sait que c'est la bonne réponse. Et du coup, c'est l'art et la manière de savoir démontrer que c'est la bonne méthode. En fait, si c'est la bonne méthode, on saura convaincre. Après, il y a la question de l'argent. Il y a des choses qui ne coûtent pas beaucoup plus cher que faire normalement. Par exemple, là, ce qu'on fait, l'hôtel qu'on fait sur la chapelle des Locs, en réalité, c'est des choses qu'on aurait fait. Travailler sur le projet, se soucier de comment il va évoluer, etc. Donc c'est une autre manière, ou c'est une manière délocalisée de faire notre travail. Certes, on va peut-être perdre un peu de temps, mais sur l'échelle du projet, on ne va pas vraiment le sentir passer. Ça dépend aussi du marché dans lequel on est. Pour ce fameux projet, on est en conception-réalisation, c'est-à-dire qu'on était associé à Eiffage Construction, qui est mandataire, donc c'est lui qui paye, qui gère tout l'administratif, et il dit au bailleur, vous avez un seul chèque là, c'est celui-là à faire, et c'est nous qui gérons tout en dessous. En promotion privée pour les promoteurs immobiliers, on essaye déjà de veiller à la qualité architecturale, d'offrir des espaces en plus, par exemple une serre sur le toit partagé, de rajouter des petites choses, de faire que le bâtiment il puisse accueillir des espaces communs, qui soient généreux pour la rue, etc. Et c'est déjà un challenge. Par contre, en logement social, on réussit à proposer des lieux dans lesquels on fait des permanences ponctuelles, et en urbain aussi. D'une autre manière, le quartier des gens du voyage, la Jean Jaurès, pour laquelle on a fait la permanence,
En réalité, les 3 jours par semaine, on les a facturés en temps passé. Donc qu'on soit là-bas ou ici. Par contre, on avait quand même dit dans le rendu qu'on ne ferait pas un rendu standard. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas un truc avec un diag. Si, on ferait un diag, mais un diag avec des photos, avec des collages, avec des persos. Ça va coûter le même prix qu'une autre étude. Par contre, c'est pas du tout les mêmes supports et pas les mêmes rendus. Et du coup, vous n'aurez pas... c'est une autre une manière de transformer la commande. Par exemple, là on vient de gagner un gros projet donc, qui est une école, groupe scolaire de 16 classes à Bruges, près de Bordeaux. Et on a mis la permanence architecturale en option. Ils l'ont pas saisi. Alors qu'on est sur tout un projet pédagogique avec justement 1%. Et ils n'ont pas choisi justement cette option de permanence architecturale. Et voilà, donc c'est aussi intéressant de la volonté de finalement porter un processus ou pas. Donc on verra si on le fait ou pas, mais en tout cas c'était intéressant de voir que finalement ils l'ont pas activé et puis ça nous laisse la liberté de la faire ou pas. Ça nous est arrivé très récemment qu'on ait une maîtrise d'ouvrage qui nous a ressollicité pour un autre projet. Elle a d'abord fait un projet dans le cadre professionnel, elle vient de nous chercher dans un cadre personnel. Donc c'est intéressant, parce que tu te dis bah oui, donc ça veut dire déjà que sûrement on n'a pas été trop mauvais la première fois, il ne faudrait pas trop chercher. Et surtout ça permet de mettre en avant que oui, tu peux avoir des maîtrises d'ouvrage, même si elles sont privées en plus, qui peuvent être fidèles. Voilà. C'est ce qu'on entend souvent de se dire qu'une maîtrise d'ouvrage fidèle, c'est soit une grosse structure privée professionnelle, c'est-à-dire un bailleur, etc., ou une structure publique qui dit bah oui, avec l'anarchie ça se passe bien, on continue de bosser avec lui. Voilà. Mais ça peut arriver avec des particuliers, donc c'est marrant. Des fois ça nous arrive de refuser les maîtrises d'ouvrage parce qu'on se dit bah non, en fait vous n'avez pas compris ce qu'on fait. Ce que vous visez ça nous intéresse pas du tout, donc soit on part pas, soit des fois en cours de projet on peut dire on s'arrête là, ça ne sert à rien de continuer. Alors, nous, jeunes futurs architectes, comment on se positionne dans ce contexte-là ? Moi je dirais des jeunes qui démarrent, bah, allez-y quoi. Genre, il n'y a pas de... Faites attention, essayez d'être vigilant, de ne pas foncer tête baissée partout. Faites très très gaffe avec les promoteurs. Il y a de plus en plus d'ailleurs de jeunes collectifs qui sortent, qui se créent, qui font de la maîtrise d'œuvre, qui sont inscrits à l'ordre, et qui en même temps mettent en place des démarches comme on le fait. Et pour eux c'est normal. Et je trouve ça super. Je trouve que là on est dans une évolution saine en fait. Avec Rotor, depuis le début, on a toujours essayé de ne pas se construire autour d'un manifeste. Donc de ne pas à un moment donné, un peu comme toutes les avant-gardes artistiques du XXe siècle, à un moment donné se fixe une espèce de programme. On a toujours eu le sentiment que c'était quelque chose qui nous bloquerait et qui nous empêcherait, qui diminuerait en fait notre souplesse et notre capacité à évoluer en fonction des choses et donc, ça, c'est peut-être un conseil que je donnerais parce que je vois quand même encore aussi beaucoup de gens autour de nous qui ont continué à avoir cette tendance de fixer un manifeste. Et j'en vois les vertus, évidemment. C'est intéressant, à un moment donné, se fixer des ambitions ou un peu à la dogma, de dire, voilà, dorénavant, on ne filme plus que de telle et telle et telle façon et on en fait une espèce d'expérimentation qui peut être tout à fait fructueuse. Mais je pense que sur le moyen et le long terme, c'est peut-être quelque chose qui bloque. Et par exemple, la façon dont on a défini à l'origine les statuts de Rotor, on l'a volontairement laissé assez large pour se laisser en fait plein de marges d'action. On n'aurait certainement pas imaginé en 2005-2006 qu'on allait un jour ouvrir un magasin pour revendre des matériaux de construction. Mais voilà, le fait est que l'enchaînement de projets nous a mené à ça. Et en fait, on avait le champ libre pour le faire. On ne s'était pas empêché de le faire. On s'était pas... Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin oui, ce serait peut-être mon conseil à prendre ou à laisser, j'en sais rien. Sébastien nous dit de partir vivre une expérience individuelle avant de se lancer, à l'étranger ou dans une association pour découvrir autre chose. Chloé nous rappelle que la place des femmes dans le monde de l'architecture reste encore compliquée aujourd'hui, mais qu'il faut faire avec envie et plaisir en refusant ce qui va à l'encontre de nos valeurs. Elle parle de cette limite dans laquelle elle pratique, qui la rend rare et qui permet de faire des choses inhabituelles. Marie constate l'avantage de faire des projets à côté de chez soi. Quand on connaît le territoire, le projet est forcément plus en accord avec les problématiques du site. Sonia confirme que c'est un gros investissement de temps et d'énergie qui n'est peut-être pas viable au long terme.
Les membres de Comuna rêvent dans le futur de passer du temporaire au transitoire, de prouver l'intérêt de cette phase et laisser des traces de l'éphémère dans le projet pérenne, d'acquérir des bâtiments pour les sortir de l'intérêt spéculatif. Tout est en train de se rigidifier d'une manière absolument dévastatrice, mais que dans cette espèce de cadre absolument détestable, ça force en fait à imaginer d'autres voies. Et ça, je pense que finalement, c'est assez salvateur.